Ceci est la deuxième capsule d'information portant sur les réactions transfusionnelles. La capsule numéro 2 porte sur les réactions transfusionnelles aiguës et la capsule numéro 3 portera sur les réactions transfusionnelles retardées. De façon générale, les réactions transfusionnelles aiguës sont plus graves que les réactions retardées, mais il existe quelques exceptions. Les réactions transfusionnelles aiguës peuvent être d'origine immune ou non immune. Nous allons débuter avec les réactions d'origine immune. Il y en a 3. Réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel, aussi appelé TRALI de l'anglais, qui est Transfusion Related Acute Lung Injury, et ainsi que les réactions allergiques. La réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, c'est vraiment la réaction transfusionnelle classique, c'est-à-dire la destruction des globules rouges due à la présence d'un anticorps qui fixe le complément chez le receveur. Dans ce cas, il va y avoir une hémolyse intravasculaire et extravasculaire immédiate. Je vous rappelle qu'une hémolyse intravasculaire implique nécessairement l'activation de la cascade du complément. Donc, on parle, dans le cas d'une réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, d'anticorps qui peuvent fixer le complément. Et l'hémolyse, elle, extravasculaire, se fait à l'extérieur des vaisseaux sanguins, au niveau de la rate, par le système réticulo-endothélial, qui, lui, va entreprendre les globules rouges sensibilisés par les immunoglobulines et par les molécules du complément, qui n'ont pas pu s'activer jusqu'à la fin de la cascade. Les causes sont dans 90% des cas des incompatibilités ABO causées par des erreurs d'identification, des erreurs techniques et des erreurs de transcription. Il peut aussi y avoir un anticorps irrégulier présent dans le plasma du receveur qui n'a pas été détecté par la recherche d'anticorps étant donné que son titre était trop faible. Au niveau des symptômes, vous allez voir que plusieurs symptômes qui se répètent dans les réactions transfusionnelles. Entre autres, la fièvre et les frissons, ce sont des symptômes fréquents qui se retrouvent dans la majorité des réactions transfusionnelles. Mais il y a des symptômes caractéristiques pour chacune des réactions et c'est important de les connaître pour que les symptômes, parce que les symptômes vont déterminer le type d'analyse à effectuer dans le cadre d'une investigation d'une réaction transfusionnelle. Alors, dans le cas d'une réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, les symptômes caractéristiques sont les douleurs lombaires et thoraciques, ainsi que la coagulation intravasculaire disséminée dans les cas très graves. Les signes cliniques, tout d'abord, il va y avoir une absence de l'augmentation du taux d'hémoglobine. Lorsqu'on effectue la transfusion d'un culot sanguin, on s'attend que l'hémoglobine augmente de 10 grammes par litre par culot. Donc, si on donne 2 culots, on s'attend à une augmentation de 20 grammes d'hémoglobine. Et si l'hémoglobine n'augmente pas, on peut supposer que les globules rouges du donneur ont été détruits. L'autre élément qui est important à noter, c'est que le Coombs direct peut être négatif dans ce type de réaction, étant donné que le complément est impliqué et que l'hémolyse se fait de façon immédiate et de façon intravasculaire. Il se peut qu'on ne réussisse pas à détecter les globules rouges sensibilisés. Donc, le Coombs direct pourrait donner un résultat négatif. Il va aussi y avoir une augmentation de la bilirubine, de la LDH, présence d'hémoglobine ou de sang dans les urines,
ce sont des signes d'hémolyse intravasculaire. La prévention se fait tout simplement en respectant les normes de sécurité transfusionnelle et en respectant les protocoles de laboratoire pour les analyses pré-transfusionnelles. Le trali, maintenant, il s'agit d'une réaction rare mais très grave. C'est une détresse respiratoire aiguë qui apparaît suite à la transfusion d'un produit sanguin contenant du plasma. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des anticorps anti-HLA chez le donneur qui réagissent avec les antigènes du receveur, ce qui active le système du complément et la formation d'agrégats leucocytaires. La libération d'anaphylatoxine par le système du complément, c'est-à-dire le C3A et le C5A, vont augmenter la perméabilité de la microcirculation pulmonaire et cette perméabilité peut apporter une accumulation de liquide dans les espaces alvéolaires. Les principaux symptômes sont la détresse respiratoire et l'édème pulmonaire. Pour ce qui est de la prévention, malheureusement, il est très difficile de savoir d'avance si une personne peut présenter une hypersensibilité au niveau pulmonaire aux anaphylatoxines du complément. Donc, si la personne n'a pas d'histoire transfusionnelle, il est très difficile de prévenir la réaction. Ce qu'EMA Québec fait comme effort, il priorise les donneurs masculins ou les femmes sans histoire obstétricale pour le don de produits contenant beaucoup de plasma, c'est-à-dire les thrombocytophérèses et les plasmaphérèses. De cette façon, les donneurs n'ont jamais été sensibilisés par des antigènes HLA et ne devraient pas, en principe, avoir d'anticorps anti-HLA dans leur plasma. Les réactions allergiques sont généralement des réactions bénignes. Il y a la réaction fébrile et la réaction urticaire. La réaction fébrile se traduit par une augmentation de la température corporelle et des frissons, tandis que l'urticaire se traduit par des éruptions cutanées et des mangeaisons. Pour ce qui est des réactions fébriles, c'est causé par des anticorps leucocytaires du receveur qui réagissent avec les leucocytes présents dans les produits sanguins ou bien par la présence de cytokines pyrogènes libérées par les leucocytes dans les produits sanguins. Donc, dans les deux cas, les réactions impliquent des globules blancs dans les produits sanguins. Maintenant, depuis quelques années, EMA Québec procède à la déleucocytation partielle des produits sanguins labiles par la filtration et ce type de réaction est beaucoup moins fréquent qu'avant. Pour ce qui est de l'urticaire, il s'agit d'allergènes solubles dans le plasma du donneur, réagissant avec les immunoglobulines IgE du receveur. Et il s'agit d'une réaction allergique mineure. Donc, dans les deux cas, pour ce qui est de la prévention, il n'y en a pas vraiment, étant donné que ce sont des réactions qui n'ont pas de conséquences graves. On va tout simplement diminuer le niveau d'inconfort du patient transfusé en leur administrant des médicaments pour diminuer la température ou des antihistaminiques selon la situation. Il est important de souligner que l'administration de l'antipyrétique peut seulement se faire
si la contamination bactérienne du produit sanguin est écartée, étant donné que la contamination bactérienne d'un produit va aussi causer une fièvre et des frissons. Chez le receveur, c'est important d'écarter cette possibilité qui est une réaction beaucoup plus grave avant d'administrer un antipyrétique. Il y a un type de réaction allergique qui est très grave, c'est la réaction anaphylactique. On va observer ce type de réaction chez les receveurs déficients en IgA sérique. On parle d'une incidence de la population d'une personne sur 700. Ces individus vont produire des IgG anti-IgA qui réagissent avec les IgA présents dans le plasma du donneur normal. Les principaux symptômes, c'est un choc anaphylactique qui est très grave, qui se caractérise par une absence aussi de fièvre. C'est le principal symptôme qu'il faut noter. Il y a absence de fièvre, comme on vous l'a dit. La fièvre se répète souvent dans les réactions transfusionnelles, mais pas dans ce cas où on a un choc anaphylactique. Lorsqu'on a un choc anaphylactique, ça peut affecter aussi bien peau et muqueuse, système respiratoire, cardiovasculaire, système digestif et nerveux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un type de réaction qui est très grave. C'est la seule réaction où il va y avoir une absence de fièvre. Et la façon de prévenir ce type de réaction, ce n'est pas évident, étant donné que les personnes déficientes en IgA ne sont pas toujours connues d'avance. Si la personne n'est pas connue, c'est très difficile d'éviter la réaction. Par contre, si la personne est connue, on peut transfuser des culots sanguins lavés pour éliminer toutes les protéines plasmatiques. On peut transfuser du plasma provenant d'un donneur déficient en IgA. Et on peut aussi transfuser des produits autologues dans le cas de chirurgie prévue. Donc, c'est tout pour les réactions transfusionnelles aiguës d'origine immune. On arrive dans les réactions d'origine non immune. Il y en a 4. La contamination bactérienne, l'hémolyse non immune, la surcharge circulatoire et les réactions métaboliques de toutes sortes. La contamination bactérienne, c'est une réaction qui est très grave, qui se traduit par un choc endotoxique brutal et potentiellement mortel chez le receveur de sang. C'est causé par la présence de bactéries ou de pyrogènes d'origine bactérienne dans les produits sanguins. Les symptômes sont fièvre, frissons et des tremblements sévères et ça peut même aller vers un état de choc dans les cas très graves. La prévention commence dès la première étape du processus de la transfusion, c'est-à-dire le prélèvement du don de sang, et c'est important de s'assurer que les bactéries de la peau du donneur de sang ne se retrouvent pas à l'intérieur des unités de produits sanguins. Le respect des conditions de conservation de tous les produits, des manipulations stériles lors du poulage de produits comme les plaquettes et les cryoprécipités, et de faire l'inspection visuelle des produits avant la transfusion. La gravité de la réaction va dépendre de la charge bactérienne dans le produit et aussi du type de bactéries présent. Si elle produit des endotoxines ou exotoxines. Les produits sanguins qui sont le plus souvent impliqués dans ce type de réaction sont les produits conservés à la température pièce, c'est-à-dire les plaquettes et les concentrés de granulocytes. C'est moins fréquent quand les produits sont conservés à 4 degrés Celsius ou au congélateur.
parce que ça diminue considérablement la prolifération bactérienne. L'hémolyse non immune maintenant. Il s'agit d'une hémolyse des globules rouges du donneur au moment de la transfusion. La cause est généralement la transfusion de globules rouges altérés par des interventions externes, par exemple une unité de globules rouges trop froide ou trop chaude, un cathéter de petit calibre sous haute pression lorsqu'on effectue une transfusion d'urgence ou l'administration d'un soluté hypotonique. Les principaux symptômes, vous avez encore de la fièvre et nausées. Par contre, celui qui ressort lorsque l'on a une hémolyse non immune, c'est la douleur au site d'injection. Lorsqu'il y a une douleur au site de l'injection, c'est important de garder en tête que cela pourrait être une hémolyse non immune. Les signes cliniques vont être semblables à ceux de l'hémolyse intravasculaire aiguë, c'est-à-dire absence de l'augmentation du taux d'hémoglobine et présence d'hémoglobine dans l'urine, augmentation de la bilirubine et augmentation de la LDH. La seule façon de prévenir ce type de réaction est de respecter les protocoles de pratique transfusionnelle. La surcharge circulatoire. Il s'agit d'un excès de volume sanguin causé par un volume excessif de sang chez un patient à risque par exemple chez une personne âgée, un nouveau-né, une personne polytransfusée, une personne qui a des troubles cardiaques ou des troubles rénaux. Les principaux symptômes sont l'hypertension, c'est un des symptômes importants, et l'insuffisance cardiaque peut s'en suivre, ainsi que la détresse respiratoire. La prévention, c'est de diminuer le débit de transfusion et aussi d'utiliser des diurétiques pour essayer d'éliminer l'excès de volume plasmatique chez le receveur. Il existe des réactions métaboliques de toutes sortes. Voici un tableau résumé. Ces réactions surviennent dans des cas de transfusion massive. Vous avez l'hypothermie qui va arriver lorsqu'on transfuse un grand nombre de produits sanguins trop froids. Il y a diminution de la température corporelle. Dans ce cas, comme prévention, on pourrait réchauffer légèrement les produits avant la transfusion. L'hyperkaliémie, c'est la diffusion du potassium contenu dans les culots sanguins qui sont conservés à 4 degrés. Cela peut entraîner une surcharge de potassium qui va être surtout dangereuse pour les patients qui ont une insuffisance rénale. La façon de prévenir cette réaction est de transfuser des culots globulaires frais, donc plus petits que 7 jours, car il va y avoir moins de potassium extracellulaire dans le produit, ou bien des culots sanguins lavés pour éliminer le potassium excédentaire. Pour les gens qui sont à risque, par exemple les bébés et les patients qui ont une insuffisance rénale, on donne des culots sanguins très frais, là, comme je vous ai dit tantôt, plus petits que 7 jours. Toxicité au citrate et au DEHP. Le DEHP, qui est un produit utilisé pour fabriquer le plastique pour les poches de sang. Les patients qui ont une insuffisance hépatique vont avoir de la difficulté à métaboliser le citrate qui est présent dans le produit de conservation et aussi le DEHP. Ça peut entraîner une hypocalcémie parce que le citrate va se lier avec les ions de calcium 2+ dans le sang.
Et la façon de prévenir, c'est de transfuser des culots sanguins lavés lorsque on est au courant si la personne est à risque pour ce type de réaction. Et aussi, on pourrait aussi administrer des médicaments calciques. La déficience en plaquettes et protéines plasmatiques, c'est une réaction qui arrive lorsqu'on effectue des transfusions massives de globules rouges seulement et qu'on oublie de transfuser aussi du plasma, des plaquettes et des cryoprécipités. Donc, ça va entraîner des symptômes hémorragiques. Il va y avoir un effet de dilution, trop de globules rouges pour le nombre de protéines de facteurs de coagulation et de plaquettes présents dans la circulation du patient. La façon d'éviter ce type de réaction, c'est de respecter le protocole de transfusion massive en alternant culots sanguins, plasma, plaquettes, cryoprécipités. Et finalement, l'embolie va être causée par le passage des micro-agrégats ou de bulles d'air lors de la transfusion. Ça peut être très grave, peut entraîner une embolie pulmonaire qui peut se traduire par une insuffisance cardio-respiratoire et donner de grosses douleurs thoraciques. La façon d'éviter cette réaction, c'est d'utiliser des filtres à micro-agrégats lors de la transfusion et aussi de faire l'inspection visuelle des produits avant la transfusion et d'inspecter aussi la tubulure pendant la transfusion pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Ceci termine les réactions transfusionnelles aiguës. Je vous invite à visualiser la dernière capsule sur les réactions transfusionnelles retardées.